Alors, parlons téléphone portable. Oui. À entendre le ministre, je dirais même à lire la presse, ces portables sont donc maintenant interdits au collège et au lycée. Eh bien non, pas tant que ça, de facto. Effectivement, alors d'abord, il faut se référer à la bonne référence, c'est l'article L511-5 du Code de l'éducation, qui pose effectivement un principe d'interdiction, mais qui dit dans le même alinéa que si le conseil d'administration modifie le règlement intérieur autorisant l'usage partiel ou complet du portable dans tel lieu et dans telle circonstance, eh bien, dans la mesure où le règlement intérieur l'aura prévu, cette utilisation sera possible. Donc on demande aux collègues, sous réserve qu'ils en aient besoin, parce que c'est ce qu'on disait aussi, ça ne semblait pas être, lorsqu'on consultait les collègues, un problème majeur pour eux. Le gouvernement a choisi de modifier la loi, donc le cadre législatif est modifié. Il faudra maintenant que les collègues se posent la question, mais en lisant très précisément les attendus de cet article du Code de l'éducation, de savoir s'ils ont besoin ou pas de modifier leur règlement intérieur. En fait, ils légalisent d'une certaine façon la confiscation, si je comprends. Alors c'est le seul point sur lequel vraiment il y a une différence avec la loi précédente, c'est qu'aujourd'hui, et là aussi, sous réserve que ce soit prévu par le règlement intérieur, la confiscation du téléphone ou d'un autre terminal, d'ailleurs, parce que oui, le texte prévoit d'autres terminaux, soit rendue possible et éventuellement à la condition aussi que sa restitution soit prévue. C'est-à-dire que non seulement il faut que la confiscation soit formalisée, mais il faut que les modes de restitution le soient aussi. Donc c'est de facto la seule notable différence pour des établissements qui, pour la plupart d'entre eux, avec le cadre législatif précédent, avaient déjà résolu la solution. Alors, deux thèmes ont fait l'actualité ces derniers mois, des thèmes qui concernent bien sûr les EPLE, les personnels de direction, mais bien plus que cela, les élèves et leurs parents. Ce sont les thèmes de Parcoursup et de la réforme du lycée. Alors parlons Parcoursup. Quel bilan vous faites de Parcoursup ? Ah, le bilan n'est aujourd'hui que très partiel parce qu'on attend la clôture du dispositif le 21 septembre pour tirer vraiment les leçons de ce qui s'est passé. Ce qu'on en tire comme conclusion partielle, c'est que d'une part, le calendrier des établissements a quand même été impacté, et je parle plutôt des établissements en aval, c'est-à-dire ceux qui reçoivent ou des BTS ou des classes préparatoires, avec quand même une préparation de rentrée qui allait à une époque où normalement c'est réglé, c'est-à-dire dernière semaine d'août, a dû être réouverte pour refaire des inscriptions, aménager les listes de classes, finaliser ces listes. Donc c'est l'obligation pour nous de réouvrir un dossier qui normalement est clos au courant juillet. Donc ça, c'est vrai que ça a eu un impact de perturbation sur les établissements qui ne nous a pas facilité la vie. Deuxièmement, après il y a une réflexion plutôt, je dirais, de qualité, c'est-à-dire est-ce que Parcoursup, qui avait été conçu comme avec un objectif d'améliorer le taux de placement des lycéens dans l'enseignement supérieur, a-t-il rempli sa mission? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des doutes sur un progrès. C'est à pondérer par le fait qu'effectivement on a eu aussi une cohorte plus importante à gérer, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement une vingtaine de milliers de lycéens en plus à gérer, pondéré aussi par ceux peut-être qui de manière supplémentaire ont eu le bac. Mais avec les chiffres que l'on a aujourd'hui, il faudra voir les définitifs, on n'a pas le sentiment que l'objectif d'une valeur ajoutée très supérieure par rapport à APB soit atteint. On a une formule qui est celle-là pour l'instant, c'est au mieux match nul. Et les propositions pour l'année scolaire prochaine? Alors, au moins 3 séries, une de réflexion sur le calendrier, les butées, les temps de réponse, enfin bref, tout ce qui est le délai donné, qui doit être suffisant pour que l'élève ait le temps de choisir, mais qui doit être aussi compatible avec l'organisation des établissements et une bonne préparation de rentrée. Donc ça, c'est le premier champ. Le deuxième, c'est une réflexion sur une forme d'allègement de ce qui a été demandé au lycée en amont sur la préparation de Parcoursup, les avis, les conseils de classe, les fiches à venir, où on a fourni beaucoup d'informations très détaillées et dont on se pose la question de l'utilité ou en tout cas de l'usage. Et le troisième point, mais celui-là il est plus sur la philosophie elle-même de Parcoursup, puisqu'on croit comprendre qu'il n'y aurait pas de remise en cause du principe de non-hiérarchisation des vœux, une réflexion peut-être sur une hiérarchisation des réponses ou des choix des élèves qui permettrait peut-être de réduire le nombre de situations en attente et d'imaginer qu'on puisse avoir plus vite une situation plus stabilisée tout en respectant le principe de choix des élèves. Avec un pourcentage d'élèves qui se présentent au baccalauréat sans avoir d'informations sur la suite, est-ce que vous pensez que ça, c'est pas un élément qui
qui est à prendre en compte? Alors ça peut être effectivement un élément du calendrier à réfléchir. Pour autant, tel qu'est aujourd'hui construit le processus, il paraît difficile, sauf à l'avancer beaucoup, mais là ça met aussi en cause les questions d'information, par exemple les fixations des dates de porte ouverte. On ne peut pas imaginer de faire une porte ouverte au mois de novembre pour un choix d'élèves à faire en février ou en mars. Donc il y a un autre calendrier qui se juxtapose à celui-là. Mais effectivement, c'est une question. Alors faut-il ou pas neutraliser la période pendant le bac? Faut-il que plus d'élèves aient des réponses plus définitives avant le bac pour le passer plus serein? Voilà, donc tout ça est une réflexion effectivement à mener de manière ouverte avec l'ensemble des partenaires, parce que nous sommes finalement pas mal d'opérateurs concernés par Parcoursup. Donc réforme du lycée, en fait on prépare dès maintenant, la mise en place de cette réforme de la rentrée prochaine. Oui, en tout cas pour les premières, hein, c'est une évidence. Donc il va falloir que les établissements proposent aux recteurs une forme de carte des spécialités qui pourraient être ouvertes, que le recteur arbitre sur les propositions qui normalement sont des propositions remontant du réseau, du bassin, du territoire. Donc normalement le temps aussi d'une forme d'harmonisation entre les lycées. Avec un calendrier extrêmement resserré, on se demande si vraiment cette consultation et cette réflexion globale seront possibles. Puis ensuite, l'arrêt par le recteur des enseignements de spécialité qui seront ouverts lycée par lycée, avant que ceux-ci, en gros, si possible, avant la fin de la présente année civile, mettre sur la table les combinaisons possibles par série de 3 qui pourront être montées avec les enseignements de spécialité qui leur seront ouverts. Alors, ces enseignements de spécialité, je vais m'arrêter un petit peu plus particulièrement sur ceux qui ont trait un petit peu à l'informatique, puisque ce sera les dernières parties des questions que je souhaitais vous poser. L'idée que l'ensemble des territoires puissent proposer ces types d'options et de spécialités a au moins été dit. N'avez-vous pas quelques préoccupations sur les types d'enseignants qui seraient chargés de la mise en œuvre? Si, parce qu'effectivement, on voit bien qu'en fonction de leur discipline d'origine, et même, je dirais, au-delà des études qu'ils ont suivies avant de passer un concours de recrutement ou une forme de recrutement s'ils sont contractuels, on peut avoir un questionnement sur leur capacité à entre guillemets, enseigner l'informatique. Je ne sais pas si on peut parler d'enseignement, mais enfin bon, en tout cas d'intervenir dans ces enseignements de spécialité. On sait là aussi qu'il y aura des différences entre les lycées, parce que dans tel ou tel lycée, un certain nombre par exemple d'enseignants l'utilisaient déjà. Je pense au lycée technologique où on a pas mal de collègues des disciplines S2I par exemple qui ont des compétences. Ce peut être aussi éventuellement les collègues de sciences physiques, ce peut être aussi les collègues de mathématiques. Jusqu'à présent, sur les enseignements de spécialité de ce type-là, on avait la reconnaissance par l'administration d'une habilitation particulière. Est-ce qu'on utilisera que les habilités? Faudra-t-il ouvrir plus? Y aura-t-il une période de formation rapide pour plus d'habilitation? Oui, là on se pose la question en gros de la ressource humaine, et de ce point de vue-là, la typologie de l'établissement fait que certains sans doute seront mieux équipés que d'autres et sans doute plus amenés à répondre favorablement à la demande de ces spécialités. Enfin, il y a une inquiétude des organisations en particulier qui traitent de l'informatique dans le supérieur, d'un manque flagrant d'enseignants d'informatique en secondaire. On peut penser effectivement que là on va assez vite avoir un problème de ressources, surtout si les élèves choisissent massivement cet enseignement de spécialité. Voilà. Si c'est aujourd'hui relativement peu développé, ça marche quand même pas mal dans ceux qui l'offrent, hein, c'est-à-dire que les établissements qui ont ouvert ces spécialités globalement ont de la demande. Il est évident que si on multiplie l'offre, il va falloir trouver des ressources, et là en plus on peut penser en particulier aux enseignants de mathématiques sur lesquels il y a quand même des difficultés de recrutement et une pression. Il n'est pas certain qu'on soit en capacité partout de répondre à la demande. Alors est-ce qu'on va retrouver les séries existantes? Il ne faudrait pas. Oui, mais ça, c'est... Il ne faudrait pas... C'est ce que dit le ministre. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, on le rejoint. C'est-à-dire, effectivement, si on prend la réforme dans sa conception d'ensemble, on devait avoir d'abord la fixation des attendus de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que l'ensemble des intervenants soient capables de dire de manière relativement explicite ce qu'ils attendaient d'un néo-étudiant, à la fois en compétences, en savoir-faire, en acquis.
Si on n'a pas ça, on perd déjà une partie du sens de la réforme. Après, ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, c'est d'une part comment les élèves vont s'emparer de cette nouvelle liberté de combiner de manière plus ouverte des spécialités sans avoir à entrer dans une série et de prendre d'autorité le menu de la série parce que c'était ce menu-là et pas un autre. Et par ailleurs, et ça c'est aussi un sujet qu'il va falloir regarder de plus près, comment des élèves qui auront 15 ans et demi, 16 ans au milieu de la seconde, seront-ils en capacité de se déterminer sur des triplettes dans un premier temps en première, puis éventuellement des doublettes en terminale, en phase avec leur projet. Ont-ils déjà même un projet? Savent-ils déjà, lorsqu'ils auront des choix à faire, ce qui pourrait leur être utile dans l'enseignement supérieur? Ça, c'est une vraie question. Et deuxième question, mais celle-là, elle est un peu en corollaire, y aura-t-il une modification du paysage? C'est-à-dire, est-ce que les spécialités vont modifier en gros un paysage qui était relativement bien installé puisque les flux étaient assez stables finalement entre série S, série ES et série L. Est-ce qu'un nouvel agencement par des combinaisons va modifier la répartition des élèves? Ça, il est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que ça va être une question de fond.